Bonsoir. Camélia, bonsoir. Nous sommes très heureuses, très heureux vraiment, donc que vous ayez accepté notre invitation. C'est vraiment une joie et un honneur de vous recevoir, et tout particulièrement dans le cadre de ce festival Un état du monde. Ça nous tenait vraiment à cœur de vous entendre aussi dans le cadre de ce festival-là. Et le hasard de la programmation fait bien les choses. Parfois, les choses qu'on conçoit se répondent souterrainement par la suite sans qu'on ait prévu des liens. Donc, il se trouve que dans cette édition aussi, donc, on a un hommage à la cinéaste Nourit Aviv, qui travaille beaucoup sur les langues, sur le fait de parler plusieurs langues, d'habiter les écarts entre plusieurs langues. Donc, c'est des choses aussi qui vous concernent, qui vous travaillent, qui travaillent votre œuvre. Et donc, par ailleurs, voilà, on a une très belle expo aussi, qui s'appelle Le Murmure de la mer, en collaboration avec SOS Méditerranée. Donc, je vous invite aussi en sortant à découvrir donc les planches de cette très belle bande dessinée. Donc, c'est un dessinateur, Hippolyte, qui a embarqué à bord d'un navire d'SOS Méditerranée et qui a participé au sauvetage et qui en a tiré une BD. Donc, SOS Méditerranée, c'est aussi le titre d'une chanson que vous avez faite. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de corrélations comme ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'échos, beaucoup de résonances. Donc, vous nous avez fait le plaisir donc, de choisir 4 films, très beaux films, donc, dont on va parler. Et ensuite, on va parler aussi de ce qui vous nourrit, de ce qui vous questionne, de votre regard sur le monde. Effectivement, on vous a connu très jeune et on vous a suivi avec grand intérêt, avec passion. Et ça a été un plaisir de vous voir déployer vos ailes et donc d'embrasser aussi la complexité du monde, de votre expérience. Donc voilà, nous sommes vraiment très heureuse, très heureux. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être là. Je suis honorée de cette invitation. Je suis ravie de faire partie du coup un petit peu du festival et je vous félicite parce que ça a l'air magnifique, vraiment. Donc c'est moi qui suis très honorée d'être là, vraiment. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Donc je voulais au fait qu'on commence à travers un film donc, qui va passer là ce soir, qui fait partie de votre carte blanche. Donc il s'agit de Wanda de Barbara Loden. Mais donc, avant d'en parler et peut-être d'en voir des images aussi, donc voilà, je voulais qu'on dise un mot parce qu'on va parler de féminisme. Donc voilà, c'est quelque chose que vous revendiquez, qui fait partie de vos préoccupations, de vos combats. Donc, je propose tout de suite au fait qu'on commence par un extrait. Ce sera aussi une découverte pour Camélia, voilà, et aussi pour la salle. Donc, est-ce qu'on peut voir l'extrait numéro 3 ? Je vais juste le situer un petit peu. Donc, il s'agit d'une émission de parodie. Au fait, c'est une émission de satire politique à la BBC. Et donc, cet extrait, bon, malheureusement, on l'a que en anglais avec des sous-titres en anglais, mais c'est très facile à comprendre, je pense. Et donc, ça s'appelle « Un message de la part des femmes partout dans le monde ». L'extrait numéro 3. Mathilde, merci beaucoup. Women have told everyone to just fuck off. Tired of being judged for choosing to have children or not have children, to have children and go back to work, to have children and not go back to work, for being too thin, too fat, too pushy, too unambitious, too hot, not hot enough, or even for just daring to be alive, women have stressed that everyone can go fuck themselves. Nathan Muir has been gauging the reaction because apparently a man is the best person to report this story. If you have a vagina, people have the right to judge you on every single thing you do, even what you do with your vagina. Or so it has been up until now. I spoke to one of womankind, or the clitorati, as no one is calling them, about their backlash. Enough's enough. The message is clear, and the message is, you're right, we will do as you command. Just kidding, it's fuck off. That's all from me.
Bon, alors ça a été un choix de ma part, hein, voilà. Mais donc voilà, c'est un sketch donc qui date, qui a été diffusé il y a 6 ans. Donc c'est une émission qui s'appelle Mash Report. Mais je voulais qu'on démarre effectivement par cet extrait, notamment parce qu'il est question de toutes ces injonctions en fait faites aux femmes, d'être ceci, d'être cela, de pas être ceci, de pas être cela. Donc, comment est-ce que ces injonctions, enfin, à quel moment pour vous, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe, toutes ces injonctions de toutes parts, comment ça se situe, comment est-ce que le féminisme vous a aidé à vous y retrouver? Ouais, j'adore ce sketch. En fait, je savais pas que c'était celui-ci, mais j'en étais dingue à l'époque. Je l'avais envoyé à peu près à tout le monde autour de moi. J'avais beaucoup ri. Ces injonctions-là, en fait, je crois qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant d'être en mesure de les identifier et de voir comment ces injonctions-là avaient infusé chaque endroit de ma vie. Il m'a fallu plusieurs années de travail et de documentation et de déconstruction pour moi-même me rendre compte de tous ces angles morts en fait qui me faisaient et qui me composaient et du coup je me suis rendu compte aussi, ça m'a permis de réaliser que j'étais faite aussi de beaucoup de contradictions, que j'étais pleine de paradoxes. Alors il y en a que j'embrasse et puis d'autres sur lesquels je continue de travailler. Il y en a certains dont j'ai réussi à m'émanciper aussi, et c'était beaucoup de boulot, d'autres pour lesquels c'était vachement plus facile. Mais je crois que c'est plutôt l'éducation et la culture que j'ai essayé d'acquérir comme ça avec le temps, parce qu'en plus moi j'ai pas mon bac, donc j'ai un peu ce complexe-là dans la vie de me dire bon, j'ai pas fait d'études et tout. Donc quand j'aime bien un sujet, j'aime bien y aller pour de vrai, pouvoir un peu consommer tout ce qui s'en approche. Et puis les cercles concentriques et l'univers font bien les choses. Donc généralement, un peu comme aujourd'hui avec SOS par exemple. Enfin voilà, c'est généralement les mêmes énergies appellent les mêmes énergies. Et donc voilà, j'ai essayé en effet de m'intéresser très sincèrement et très franchement en effet au patriarcat, au féminisme, à la domination masculine et à ces injonctions-là. Voilà, c'est toujours en cours, hein, je crois, ces histoires. Et donc, l'un des films que vous avez choisi pour votre carte blanche, donc c'est Wanda de Barbara Loden, donc un très beau film qui passe ce soir à 20h30. Donc, c'est le seul et unique film, au fait, de Barbara Loden, qui est décédée peu de temps après. Barbara Loden était aussi actrice. Elle avait fait des mises en scène de théâtre, mais et elle était aussi actrice, et notamment elle était aussi l'épouse du cinéaste Elia Kazan. Alors pourquoi le préciser? Parce qu'effectivement, il y a peut-être aussi un phénomène, parce que par exemple je voyais une émission de télévision à l'époque de la sortie de Wanda, et donc c'est Yoko Ono et John Lennon qui étaient invités, qui avaient voulu inviter Barbara Loden pour parler de Wanda, et le journaliste ne lui parlait que d'Elia Kazan, en lui disant « Est-ce que votre mari vous a aidé? Est-ce qu'il a relu? Qu'est-ce que vous en pensez ?» et après, il posait des questions et il disait « Mais peut-être vous jouerez aussi dans les films ?» Et elle dit « Mais je joue dedans. » Et lui, il dit « Ah, mais j'ai pas vu le film. » Donc, c'était assez extraordinaire de... Yes. Voilà, donc, et je crois que, bon, ça c'était dans les années 70, mais je crois qu'on est encore là, quoi, voilà. Donc, ce que je vous propose de voir, donc là tout de suite, on va regarder la bande-annonce de Wanda. Donc, c'est une bande-annonce où il n'y a pas les sous-titres en français non plus. Je suis vraiment désolée, mais c'est la seule qu'on ait trouvée de bonne qualité. Et puis, tout de suite après, on va enchaîner, au fait, avec une mise en perspective, au fait, d'une scène qui est issue du film La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, dans lequel Barbara Loden a joué. Donc c'est un film de 1961 et Wanda est un film de 1970. Et donc il y a deux scènes qui sont mises bout à bout
donc vous allez vraiment faire la différence, hein, laquelle est laquelle. Et ce rapprochement-là, cette mise en écho, au fait, ça vient pas de moi, ça vient de la brillante critique de cinéma Camille Nevers, pardon, qui a fait un cours de cinéma ici chez nous, qui s'appelait AAA, des actrices autrices anonymes, où elle a parlé effectivement de comment les actrices prennent aussi le pouvoir en étant elles-mêmes des agentes vraiment de leurs propres œuvres, parfois en tournant, parfois en ne tournant pas. Donc c'est un film c'est un cours de cinéma que je vous invite aussi à regarder sur notre site. Donc c'est elle qui avait fait cette mise en écho de ces deux scènes et c'est assez saisissant. Donc tout de suite, l'extrait numéro 1, d'abord la bande-annonce de Wanda et ensuite l'extrait du cours de cinéma de Camille Nevers. Merci beaucoup Mathilde. You come home from work, she's lying around on the couch, kids are dirty, there's diapers on the floor. Sometimes the kids is outside, running around, nobody watching them. Wanda Goronsky. Listen, Judge, if he wants a divorce, just give it to him. You know what happened to me? Somebody stole all my money. I'm just no good. Just no good. You can do it. I can't. You can do it. I can't. You can. I can't. You can. I can't. Come on. Sun's going down. Joe, let's go. Where? Anywhere. Let's go. Happy New Year! Hey, come on. Leave me alone. I'm dizzy. No. Did you see way out there was dancing? stood up, You know, Jack? it looks like it. But would you be an angel? Huh? Oh, yeah. I'll love you for the rest of my life. I'll go look for him.
Bon, alors 2 extraits, c'est vrai que j'aurais dû peut-être prévenir que c'était des extraits un petit peu durs, effectivement. Bon, dans les 2 cas, effectivement, il y a donc cette agression, mais dans La fièvre dans le sang, donc le personnage que joue Barbara Loden, donc c'est Ginny, la sœur de Warren Beatty, qui en plus dans l'histoire est une fille facile. C'est vraiment la fille qui fait pas les choses comme il faut. Elle est aussi posée un peu comme la blonde et cervelée. Et c'est la dernière fois qu'on la voit comme ça quand elle disparaît avec la voiture dans le film. Ensuite, on la voit plus dans La fièvre dans le sang. Et ensuite, on apprend qu'elle est morte. Donc effectivement, Camille Nevers soulignait que cette reprise comme ça du motif de la voiture, et ensuite Wanda qui se révolte, alors que tout au long du film, Wanda, elle est plutôt apathique, elle subit les choses. Et là, c'est vraiment la seule fois où elle est vraiment en opposition. Donc voilà, c'était une résonance très forte. Alors, est-ce que vous pouvez parler de votre découverte de Wanda et comment ça a joué pour vous dans le cheminement, en fait, dans le féminisme? Avant de découvrir le film, j'ai découvert une œuvre de Nathalie Léger qui s'appelait Supplément à la vie de Barbara Loden, qui m'a renversée. Et c'est un livre dans lequel, justement, Nathalie Léger, l'autrice, donc, nous parle de son rapport à elle, à Barbara Loden, de son rapport à Wanda, et elle nous parle aussi du rapport de Barbara Loden à Wanda, donc il y a une espèce de triangulaire comme ça, de personnages féminins et assez sorores. On découvre du coup aussi la fabrication de Wanda, où à la base c'était un homme qui devait réaliser ce film, qui a quitté le projet. Donc les studios hollywoodiens ont renoncé à produire le film, et pour Barbara Loden, on découvre ça dans le livre, c'est ce qu'écrit Nathalie Léger, que c'était trop important pour elle cette œuvre, et elle s'est dit mais en fait tant pis, je vais l'accoucher moi toute seule, et je vais me charger de la gestation aussi all by myself, et il y a du coup cette sororité entre elles trois, entre Nathalie Léger, Barbara Loden et Wanda, qui m'a beaucoup frappée, et c'est comme ça que j'ai découvert le film. Et puis en découvrant le film, j'avais déjà du coup l'analyse de Nathalie Léger quant au regard de Barbara Loden sur son personnage, puis le regard de Nathalie Léger quant au personnage qu'interprète Barbara Loden. Je ne sais pas si je vous ai encore avec moi, ou si ça y est, je vous ai perdu, pardon. mais enfin, c'était assez bouleversant déjà de me retrouver. Il est sorti il y a pas mal d'années, hein, c'était il y a peut-être 10 ou 12 ans, ce bouquin. Et c'était... à l'époque, moi, j'entendais pas forcément parler de female gaze, mais c'était un peu la première fois, en tout cas, que je me retrouvais avec
un point de vue féminin aussi prononcé, qui lui-même était parlé d'un autre prisme féminin sur un personnage féminin. Et je me disais, tiens, c'est marrant, il n'y a rien qui ressemble à ce que je connais là-dedans. Et puis ce qu'elle décrivait, justement, cette solitude de Wanda, pour vous faire la faire un peu courte, en gros, ce qu'on sait dès le début du film, c'est que Wanda, donc c'est une femme qui est complètement inadaptée à la société, à ce que la société attend d'elle en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse. Et en fait, elle est condamnée. Elle quitte le foyer, elle est condamnée. Parce qu'elle fait plein de choses que je ne vais pas vous raconter. Et quand elle est condamnée à une certaine peine de prison assez lourde, elle répondra merci à la juge. Parce que c'est une femme, si vous voulez, qui est tellement inadaptée et qui ne veut pas le devenir, qui simplement ne sait pas être ce qu'on attend d'elle, ce que la société attend d'elle. Elle ne veut pas répondre à ces injonctions parce qu'elle en est incapable. Pour elle, finalement, quand on choisit pour elle de la mettre dans une boîte, dans une cellule pendant de longues années, elle se dit qu'en fait, c'est peut-être ça la solution, quoi. Elle en est là. Et en fait, c'est vrai que ce moment de bascule-là, dans le livre de Nathalie Léger comme dans le film, je me suis dit, mais quel est ce monde, en fait? Quel est le monde qu'on crée pour les femmes? Et c'est vrai que ça a été l'un de mes premiers éveils à la condition féminine, particulièrement en Occident, dans le monde en général, mais en l'occurrence, là, il s'agissait de l'Occident, et je me disais, mais comment ça fonctionne? Comment on en est arrivé à cet endroit-là? Parce que pour que Wanda existe, pour que Barbara Loden la fasse exister, pour que Nathalie Léger écrive ce qu'elle a écrit à leur sujet, je me suis dit, elles ne sont pas que 3 dans cette histoire, en fait. C'est une chose qui est... C'est parce que c'est intime qu'en fait, c'est beaucoup plus global que ce qu'on croit. Ces œuvres existent justement et elles se répondent justement parce que je pense qu'elles doivent parler à beaucoup plus de femmes que ce qu'on aimerait. Et ouais, ça a été le début d'un premier fil à tirer, ouais. Et donc, vous parliez de sororité. Donc, effectivement, c'est... Donc, Sororé, c'est aussi le nom d'un album donc, qui est sorti en 2021, où donc, vous chantez avec Amel Bent et avec Vita. Donc c'est vrai qu'à partir de toute cette mise en commun, comme ça, de ces expériences féminines, enfin, il y a un fil qui se dessine justement de la sororité. Qu'est-ce que la sororité représente pour vous? Et je vous ai entendu aussi dire des choses très très belles à propos d'un livre qui s'appelle My Body. Donc peut-être vous allez en parler. Donc la sororité, ce que ça représente pour moi, un trésor précieux dont on m'a privé pendant de longues années dans ma vie, parce que la société dans laquelle j'ai évolué est faite de la sorte. Et c'est vrai que j'ai découvert la sororité avec des amies musiciennes pour la première fois. Je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est possible, on peut être ensemble, on peut être alliés. Et du moment où j'ai pris conscience de ça, ça m'a fait réaliser cet angle mort qui était en moi, qui était une espèce de concurrence et de rivalité féminine permanente partout où j'allais. J'ai réalisé que je me posais la question, ce qui est quand même fou, parce que je le faisais même à une époque où j'avais absolument pas confiance en moi, où je me trouvais pas belle et tout. Mais le premier réflexe que j'avais, c'était de me dire quel est l'ordre de qui est la plus belle l'une après l'autre sur les femmes qui sont dans cette pièce, dans ce bus, enfin, ce qui est quand même un niveau de pollution important. Mais on est conditionné comme ça. Mais on est complètement conditionné comme ça, ce qui est terrible. Et ce qui m'empêche pas aujourd'hui de regarder la beauté des femmes, hein, autant, si ce n'est plus, mais enfin pas du tout avec sous le même angle, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, si je vois une femme magnifique, je vais lui dire et je vais la regarder, je vais lui dire pourquoi je la trouve magnifique. Mais c'est vrai que, oui, après avoir découvert la sororité avec mes sœurs de vie et de cœur musiciennes, donc ça a été à peu près la même période où j'ai commencé à me documenter justement sur le féminisme et sur
la condition féminine en fait à travers le monde et à travers le temps. Et j'ai pris conscience du degré systémique, très simplement. Et du coup, j'ai choisi d'en faire un outil politique, la sororité. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai la chance d'évoluer dans un milieu quand même très privilégié, très bourgeois, fait de gens, pour la majorité, pas tous ni toutes, mais pour la majorité aussi très privilégiés et bourgeois, et du coup, généralement très cultivés, très éduqués, et donc très au fait sur ces sujets-là, qui commencent quand même à se populariser de plus en plus. Ça fait depuis MeToo quand même, ce sont des sujets dont on entend parler régulièrement dans les médias, mais enfin, leur traitement n'est pas forcément à la hauteur, je dirais, des causes concernées. Mais du coup, c'est vrai que le fait d'évoluer dans un milieu artistique, créatif et tout ça, j'ai eu la chance de pouvoir être au contact de plusieurs femmes, de beaucoup même de femmes, de plus en plus de femmes qui elles-mêmes sont au fait, qui elles-mêmes ont lu les bouquins qui, moi, m'ont renversé, qui ont changé tout mon système de valeurs, en fait, qui ont fait que tout a... le plus possible, en tout cas, tout a été réévalué, et ça continue, parce que je me rends compte qu'on n'est jamais, on n'arrête jamais vraiment d'être raciste, on n'arrête jamais vraiment d'être misogyne, on n'arrête jamais vraiment d'être validiste, etc. C'est des choses qui sont ancrées, et donc moi-même, parfois, je me surprends à penser des choses, et je me dis, oh là là, mais n'importe quoi, ça va pas du tout. Donc il y a encore du boulot. Hein, mais... Et donc, justement, en fait, je voulais juste en fait citer le propos donc d'une actrice, donc Maisie Williams, qui jouait donc Arya Stark dans Game of Thrones, pour la situer. Et j'ai lu dans une interview qu'elle avait dit quelque chose, et je vous ai entendu dire à peu près la même chose aussi, enfin à peu près les mêmes propos. Donc Maisie Williams disait que elle voulait pas se définir comme féministe parce qu'elle dit mais il n'y a pas besoin d'avoir un mot pour ça, de même que on ne dit pas non raciste mais on dit raciste. Donc elle dit en fait on est féministe d'office, quoi, n'est-ce pas? Enfin voilà, c'est donc il faut désigner plutôt les personnes qui sont pas féministes, de même qu'on désigne les racistes, au fait. Donc voilà. Et vous disiez aussi que c'était aussi simple que ça, au fait, c'est-à-dire le féminisme et de revendiquer les égalités et la fin des discriminations, que c'est quelque chose de très très simple, au fait. Donc on a envie de dire, mais enfin, désignons plutôt ceux qui sont pas pour cette égalité-là, au fait. Hein. Alors, je comprends son raisonnement, mais je suis pas complètement, je me sens pas complètement alignée avec ce discours-là, parce que, alors, en effet, je pars du principe que, enfin, dans la définition du dictionnaire, je veux dire, être féministe, en effet, c'est simplement être pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et potentiellement se battre pour. Bon, mais là où je suis pas complètement d'accord avec cette déesse de comédienne et de femme, c'est que je pense que, vous savez, c'est comme... J'ai beaucoup eu cette conversation avec des amis hommes et acteurs racisés qui justement me disaient « mais moi, j'ai pas envie de me définir comme racisée ». Je respecte parce que je trouve ça formidable d'être à une époque où chacun et chacune est libre de se définir comme il ou elle le souhaite. Néanmoins, c'était le raisonnement qui allait derrière, avec lequel je matchais pas du tout, parce que la réflexion, c'était de me dire... En fait, les potes en question me disaient non, par exemple, à tel festival, j'ai été invitée pour parler de tel sujet et justement me poser des questions. Toi, en tant qu'acteur racisé, est-ce que je sais pas quoi? Et il me disait, j'ai pas envie qu'on me pose la question en tant qu'acteur racisé, j'ai envie qu'on me pose la question en tant qu'acteur. Et je disais, mais j'entends, mais en fait, t'en es pas là. Et j'en suis pas là, et on n'en est pas là. Et donc, en fait, c'est comme quand on parle de féminisme ou d'antiracisme et qu'on me dit, non, moi, je suis pas féministe, je suis humaniste. Mais c'est problématique, du coup. Enfin, c'est problématique. Du coup, même si je comprends le raisonnement, on s'en rend pas compte, mais on fait partie du problème, du coup. Parce que, après, ça, c'est mes croyances, hein, mais je pars du principe que pour pouvoir, comme dans la vie d'ailleurs, pour pouvoir avancer sur des choses, comme quand il y a un conflit dans une relation, pour pouvoir grandir et pour pouvoir évoluer, essayer de faire mieux, parce que je pense que c'est un peu ce qu'on essaie tous et toutes de faire tous les jours, faire un peu mieux tous les jours, on est obligé de nommer les choses. Et si on nomme pas
le féminisme et qu'on parle d'humanisme, ça veut dire qu'on ne considère pas les égalités entre les humains qui se considèrent hommes et les humains qui se considèrent femmes. Et ça, c'est problématique parce qu'il y en a un paquet. Les hommes tuent les femmes. En fait, c'est aussi simple que ça, à mes yeux. Donc oui, c'est vrai que... Mais par ailleurs, oui, c'est très important. Là où c'est délicat, en effet, c'est que... Bon, après, il s'agirait de faire un petit effort et de lire 1 ou 2 bouquins pour pouvoir avoir simplement les outils, ou même regarder 2-3 interviews sur YouTube de 2-3 personnes qui ont les bons éléments de langage, et ce serait très facile à comprendre. Mais malheureusement, contrairement à misogyne, ce qui est très clair en termes de racines et d'étymologie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au féminisme, mais qui, comme dirait Rokhaya Diallo, par paresse intellectuelle, vont se contenter de s'arrêter à la porte de « oui, mais pourquoi féministe, ça veut dire ça, et masculiniste, ça veut dire ça ?» Et en fait, il faut évidemment reprendre toutes les bases et parler d'un système et parler d'inégalité, de quotidien et de la notion systémique et patriarcale du monde dans lequel on évolue. Donc il faut tout reprendre au début quand on est face à ce discours-là. Mais malheureusement, sur le papier, c'est hyper dur de réussir à faire comprendre à quelqu'un. C'est comme s'il me disait, mais femme et homme, du coup, ça veut pas... Enfin, ça ne veut pas dire la même chose. Un homme ne définit pas un homme et une femme ne définit... Ou un homme définit un homme et une femme ne définit pas une femme. Enfin, voilà. Donc, je dois avouer qu'en termes de sémantique, on s'est un peu fait plier, quoi. Justement, en parlant de sémantique, au fait, vous me donnez un enchaînement parfait. Parce que je voulais qu'on voit un extrait donc, d'une théoricienne et militante, Bell Hooks. Je sais que vous l'aimez beaucoup et qu'elle compte donc pour vous. Et donc là, c'est un extrait. Alors, encore une fois, toutes nos excuses. Donc, c'est avec des sous-titres en anglais et elle parle en anglais. Je vous propose de voir l'extrait et ensuite on va discuter de tout ce que ça met en jeu, parce qu'on va enfin arriver aussi à un féminisme intersectionnel. Enfin, voilà, l'intersectionnalité parfois en France qui est perçue comme un gros mot, mais qui pourtant est un outil très pratique, pour embrasser la complexité au fait de nos expériences. Donc Mathilde, s'il te plaît, est-ce qu'on peut voir l'extrait numéro 4? Donc c'est Bell Hooks qui parle et elle parle de mots. I began to use the phrase in my work, white supremacist capitalist patriarchy, because I wanted to have some language that would actually remind us continually of the interlocking systems of domination that define our reality, and not to just have one thing be like, gender is the important issue, race is the important issue. But for me, the use of that particular jargonistic phrase was a sort of shortcut way of saying all of these things actually are functioning simultaneously at all times in our lives. And that if I really want to understand what's happening to me right now at this moment in my life as a Black female of a certain age group, I won't be able to understand it if I'm only looking through the lens of race. I won't be able to understand it if I'm only looking through the lens of gender. I won't be able to understand it if I'm only looking at how white people see me. I mean, one of the to me, an important breakthrough I felt in my work and that of others was the call to use the term white supremacy over racism, because racism in and of itself did not really allow for a discourse of colonization and decolonization, the recognition of the internalized racism within people of color. And it was always, in a sense, keeping things at the level at which whiteness and white people remained at the center of the discussion. In my classroom, I might say to students, that when we use the term white supremacy, it doesn't just evoke white people, it evokes a political world that we can all frame ourselves in relationship to.
And I think that I was able to do that because I grew up, again, in racial apartheid, where there was a color caste system. So that obviously I knew that through my own experiential reality, you know, that it wasn't just what white people do to black people that was wounding and damaging to our lives. I knew that when we went over to my grandmother's house, who looked white, who lived in a white neighborhood, and she called my sister Blackie because she was dark and her hair was nappy, and my sister would sit in a corner and cry or not want to go over there, I knew that there is some system here that is hurting this little girl, that is not directly the direct hit from the white person. And white supremacy was that term that allowed one to acknowledge our collusion with the forces of racism and imperialism. And so for me, those words were very much about the constant reminder, one, of institutional constructs, that we're not talking about personal constructs in the sense of how do you feel about me as a woman or how do you feel about me as a black person, but they really seem to me to evoke a larger apparatus. And I don't know why those terms have become so mocked by people, because in fact, far from simplifying the issues, I think they actually, when you merge them together, really complicate the questions of freedom and justice globally, because it means then that we have to look at what black people are doing to each other in Rwanda. We have to, and we can't just say racism, what have you. We have to problematize nationalism beyond race in all kinds of ways that I think there's a tremendous reluctance, particularly in the United States, to have a more complex accounting of identity. Alors, donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais que vous aimez bien les travaux de Bell Hooks. Et là, c'est vrai qu'elle articule effectivement plusieurs problématiques, à savoir que les différents systèmes de domination, d'oppression, que ce soit basés sur la race, sur la classe, sur le genre, sont toujours intimement intriqués et qu'on ne fait pas jouer l'un par rapport à l'autre. Mais donc, et il me semble que dans votre démarche et dans votre cheminement intellectuel, au fait, le féminisme intersectionnel a compté aussi dans ce sens-là pour vous? Oui, beaucoup, parce que c'est en effet, notamment grâce à Bell Hooks, il y a d'autres autrices formidables aussi, évidemment, qui l'évoquent, mais c'est vrai que suite à... si vous voulez, c'est comme... j'ai été assez étonnée, j'avoue, de voir certaines réactions quand j'ai pris la parole sur certains sujets, parce que complètement déformées ou mal interprétées, enfin bon, peu importe. Toujours est-il que j'ai compris que ce qui posait problème, c'était pas ce que j'étais en train de dire, parce que ce que je disais avait été dit par énormément de gens avant moi. Ce qui posait problème, c'était le fait que ce soit moi qui dise ces choses-là. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est dans ce cas précis mon identité qui est la question? Quel est le problème avec mon identité? Donc au début, je me suis dit, bon, bah ok, alors c'est parce que je suis racisée, ou... Après, je me suis dit, non, c'est parce que je suis trop jeune pour parler de ça. Après, je me suis dit, non, c'est parce que, en fait, non, j'avais une chanson qui était numéro 1 à ce moment-là, donc c'était peut-être dangereux. Après, je me suis dit, non, en fait, c'est tout ça en même temps. C'est le fait que je sois racisée, c'est le fait que je sois une femme, c'est le fait que je sois issue d'un pays qui a été colonisé par le pays dans lequel je grandis, qui est mon pays. donc, si vous voulez, ça... je dis souvent en interview quand on me dit « Oh, mais quand même, vous êtes très engagée » et tout ça, je dis « Mais en fait, si vous voulez, c'est la vie que je mène qui me montre que je me dois de l'être, pour la simple et bonne raison que, au bout d'un moment, quand vous subissez des micro-agressions au quotidien, vous êtes obligé de vous interroger sur pourquoi, plus que vos potes, par exemple. Enfin, c'est tout con, mais... Un jour, j'ai une amie qui m'a dit « Si tous les jours de ta vie, tu sors de chez toi et à chaque fois que tu sors de chez toi, tu te prends un seau d'eau glacée, si... dans 5 ans, on t'apprend qu'il y a une communauté de gens qui, dès qu'ils sortent de chez eux, se prennent un seau d'eau glacée, et ce, depuis la nuit des temps, », tu vas dire « Bah non ». Et puis c'est tout.
Et en fait, la question de la race, c'est exactement la même. C'est-à-dire que quand on parle de discrimination qu'on ne subit pas, à des gens qui, certes, ne les subissent pas, ne les voient pas, n'en entendent jamais parler, n'en sont jamais témoins, le jour où ça leur parvient, qui plus est, d'autant que moi, en plus, je suis arrivée un peu par la grande porte, et puis moi-même, j'étais encore en construction quand j'ai débarqué. J'étais toute jeune, moi j'étais une enfant, j'avais 16 ans, et j'étais encore moi-même j'étais encore à un stade d'assimilation quand même très forte. Donc il m'a fallu beaucoup de temps, ce qui fait que du coup le regard qu'on a posé sur moi était d'autant plus violent parce que c'est ça qui m'a appris qu'en fait je n'étais pas perçue comme tout le monde. J'en avais pas conscience au départ. Et c'est parce que les gens qui m'ont acceptée en me présentant comme parfaitement assimilée, parfait symbole et exemple d'intégration réussie et tout ça, qu'au moment où je dis mais bon quand même les amis, il y a 2-3 petits machins qui déconnent, on va pas se mentir. En fait pour eux c'était un coup de théâtre de dingue quoi. Une grande déception. Ouais, quoi, genre toi, tu oses. Toi, mais toi t'es avec nous normalement, t'es dans notre équipe. Et donc, c'est vrai que ça a été un moyen pour moi. Bon, j'avais réalisé que j'étais berbère depuis un petit moment, hein, je vous rassure, mais si vous voulez, la place que ça avait dans ma vie, dans mon identité, dans ma culture, dans mon quotidien et la manière que j'avais moi-même de me nourrir de ça, de toute cette richesse-là, n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui et j'espère... pas autant. Je sais que c'est une chose qui se développe et qui grandit en moi et qui prendra encore plus de place avec le temps. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'en effet, mon identité, elle ne se limite pas à ma tête ou à mon nom ou à mon genre, mais c'est le fait. Je veux dire, j'ai des amis rappeurs qui ont déjà dit ce que j'ai dit. Ils n'ont jamais eu un ministre de l'Intérieur qui est venu leur tweeter que leurs propos mensongers et honteux attisaient la haine et que je sais pas quoi. En fait, non, mais c'est vrai. Aucun de mes potes rappeurs. Hein. Ils disent des dingueries, mes potes rappeurs. Est-ce que vous sortiez de l'assignation, enfin de la place qu'on vous avait assignée, et exactement. Que là c'était très violent. C'était, tu peux pas cracher sur la mère patrie dont tu foules les planches. C'est simplement la reconnaissance en fait, la gratitude à laquelle toi tu es assigné, à laquelle tu as droit. Ce qui, par ailleurs, n'est pas incompatible, hein, mais enfin, d'ailleurs, moi, je crache sur aucun sol, hein, je tiens à le dire. Mais enfin, je veux dire que c'est vrai que c'est le fait. Quand je me suis dit, mais attends, mais pourquoi encore une fois, pourquoi moi? Enfin, je veux dire, encore une fois, mes potes rappeurs, ils disent des dingueries. Eux, ils citent des gens, ils disent des noms, ils disent des trucs de ouf. Moi, j'ai dit, j'ai peur. Je me dis, bon. Sur l'échelle de la violence, on est large quand même. Eh ben non. Et donc, je me suis interrogée et voilà, et ça a aussi motivé mes recherches. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, ce qui posait problème, c'était le combo de tout ce que j'étais, en effet. C'était le fait que je sois femme, le fait que je sois... Alors, berbère, certes, nord-africaine, certes, mais algérienne, particulièrement, parce que c'est encore un autre statut dans notre pays. Descendante de résistants, alors là, cherry on the couscous. Et puis, des deux côtés en plus. Hein. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est ce que je voulais dire. Je cherche les problèmes. C'est vos deux grands-parents. Mes deux grands-pères. Hein. Ouais, mes, voilà, deux grands-pères mes deux grands-pères. Ils ne se connaissaient pas à l'époque, mais ils se connaissaient pas, mais exactement aux mêmes dates, ils étaient résistants. L'un avait plus de responsabilités que l'autre. Au FLN, c'est pas des conneries, hein. C'est des ouf. Et l'un était en charge des finances dans le sud et l'autre était, il passait des messages. Et sans se connaître, les deux se sont fait choper la même année, dans le même coin, ont été emprisonnés sans jugement, dans le même coin, ont été condamnés pendant la même durée, enfin pendant 3 ans, dans le même coin. Et ils ont tous les deux été libérés 1 an avant l'indépendance de l'Algérie, avant la victoire du FLN. En fait, ils étaient dans les prisonniers si vous voulez, ils étaient dans les négociations, quoi, entre le FLN et la France, avant qu'ils en aient un peu trop marre de nous. Voilà. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire que oui, c'était
ce combo-là. Et puis jeune, et puis en plus successful à ce moment-là. Donc en effet, ça n'a pas du tout la même ampleur. Et encore une fois, moi, avant de parler des choses qui me faisaient peur dans mon pays parce que je suis celle que je suis, les gens m'identifiaient comme une gentille petite personne qui passait à la télé, qui chantait des chansons qu'ils adoraient depuis toujours. Puis, je parlais de ma bibliothèque sur France Culture. Vous voyez ? Donc, en fait, il n'y avait pas de danger potentiel dans ce que j'incarnais inconsciemment en plus. Hein. Moi, j'étais hyper fière d'aller chez France Culture pour parler de ma bibliothèque et j'espère que je le referai parce que j'adore faire ça. C'est une très belle émission d'ailleurs. Ouais, je recommande plus, cette émission par Marie Richeux. Exactement. Mais c'est vrai, ce sont mes amies algériennes qui me disaient récemment, mais tu te rends pas compte que t'es la seule en fait à être sur FIP. Et en effet, je ne m'en rendais absolument pas compte. Et du coup, c'est assez inattendu, quoi. Comme voilà, ça fait un combo d'identité qui est très riche. Alors moi, je me marre beaucoup, mais ça fait pas rire tout le monde. Ouais, voilà. Mais c'est ce qui est très fascinant, c'est de vous voir embrasser toute cette complexité, toute cette multitude, ces multitudes. Et comme vous disiez, au fait, on n'a jamais, il n'y a jamais un moment où ça s'arrête, au fait, parce qu'on se nourrit d'autres choses, on s'ouvre à d'autres choses. Donc voilà. Bon, le temps passe, mais je vous avais prévenu, Zeynep, je suis bavarde. Non, mais c'est. Faut m'arrêter. Non, mais c'est un plaisir de vous entendre. Donc, parmi vos films carte blanche, donc il y a le très beau film La bataille d'Alger, qui passe. Donc, je vous invite à consulter parce que là, je me souviens pas des horaires par cœur. Alors vraiment, j'insiste. Voilà. Les quatre sont dans mes films préférés. Mais j'insiste, La bataille d'Alger. Rendez-vous disponible et allez-y. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci jeudi beaucoup. à 17h. Merci beaucoup. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et si vous avez la chance de pouvoir le voir en plus en salle, avec la musique et tout, vraiment, allez-y. En plus, c'est dans une très belle copie, donc restaurée. Donc, je vous propose donc de voir la bande-annonce de La bataille d'Alger. C'était la bande-annonce faite à l'occasion de la sortie, j'ose même pas dire ressortie du film, parce que donc c'est un film qui date de 1966, qui a remporté à la Mostra de Venise donc le Lion d'Or. C'est un film qui se passe donc pendant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, qui est la répression très violente par l'armée coloniale française des soulèvements populaires et du FLN. Donc c'est avant l'indépendance. Hein. C'est donc ça se passe dans la portion de 1954-1957. Et donc, c'est un très, très beau film, mais qui a été interdit en France, hein, donc qu'on a vu en France qu'en 2004. Il y a eu des tentatives de sortie dans les années 70 et tout ça, mais il y a eu des annonces, des alertes à la bombe dans les salles de cinéma, etc. Donc, ce film est resté invisible. Donc, c'est signé par Gillo Pontecorvo, donc, qui est un cinéaste italien. Et c'est un film qui a beaucoup, beaucoup inspiré après. Beaucoup de cinéastes en sont revendiqués aussi. Donc, un film qui est extrêmement fort aussi, hein, sur le plan formel. C'est filmé un peu comme comme du cinéma vérité, mais tout est vraiment mis en scène, reconstitué. Il y a des acteurs qui sont pas donc des professionnels. Il y a un ancien militant du FLN qui joue un peu son propre rôle. C'est un film qui est extrêmement fort. Et le fait qu'on ait pu le voir qu'à partir de 2004 en France, ça dit quand même beaucoup de choses. Donc, je vous propose de voir donc cette bande-annonce où le distributeur a situé donc tous ces éléments de contexte. Et puis ensuite, on va parler justement peut-être de la France et de l'Algérie, parce que là, il y a une histoire très particulière entre les deux pays, effectivement. Voilà, donc, alors la bande-annonce de La bataille d'Alger, l'extrait numéro 7. Mathilde, merci.
sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire. Regarde. Halte! Vous avez découvert donc le film, c'était à l'occasion donc de sa sortie en France ou vous en aviez entendu parler avant? J'en avais jamais entendu parler. Je l'ai découvert il y a 1 an dans le cadre d'un festival à Saint-Denis dans lequel Adila Bendimrad et Damien Nouri, co-réalisateurs et co-réalisatrices de La Dernière Reine, avaient une carte blanche à leur tour et ils ont programmé la bataille d'Alger. Et on se parlait avec Damien et Adila sur Insta en attendant de se rencontrer. Et Damien m'a dit viens voir ce film, il faut que tu passes absolument voir ça. Et je m'en suis toujours pas remise. Voilà. En gros. Effectivement. C'est un film très puissant et puis je pense que sa puissance est aussi dans sa grande sobriété, dans sa grande maîtrise aussi de la narration et ça permet aussi de poser des choses qui sont encore vraiment tabous en France notamment, donc aussi bien l'histoire coloniale, mais j'ai l'impression, bien sûr, avec l'Algérie, il y a une histoire très particulière. Donc voilà, il y a vraiment l'histoire de la torture, donc de l'armée coloniale, de toutes les humiliations qui sont suivies. Donc je sais qu'il y a un livre que vous aimez beaucoup, c'est le livre L'art de perdre d'Alice Zéniter. Très beau livre qui a remporté le prix Goncourt des lycéens en 2017 où Alice Zéniter suit au fait le personnage principal s'appelle Naïma, donc elle est de la 3e génération et elle va partir à la recherche. Elle est en train d'explorer au fait ses racines algériennes qu'il n'avait pas préoccupé plus que ça, au fait, jusqu'à ses 25 ans. Mais comme vous disiez, c'est à partir d'une image qu'on lui renvoie et à partir d'une assignation, au fait, c'est à partir de la perception, au fait, qu'on lui renvoie, qu'elle comprend aussi, qu'elle est perçue comme l'Algérienne. Et donc, en plus, elle vient d'une famille de harkis, donc ce qui complexifie encore plus les choses. Donc, et une chose qui est très très belle que Alice Zéniter dit à plusieurs reprises, là, elle vient de sortir un nouveau livre qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Alice Zéniter dit à quel point, au fait, l'identité n'est pas quelque chose de monolithique, figé une fois pour toutes, mais que c'est en constante évolution, aussi en fonction des images qu'on se renvoie les uns les autres, à partir des places qu'on s'assigne, dans lesquelles on s'enferme, on se chosifie ou pas. Donc comment est-ce que toute cette conscience de cette histoire et de l'articulation, qui s'est faite pour vous, donc française, comment est-ce que ces choses-là se sont mises en place ou se déplacent? Oui, je pense qu'en effet, pour rejoindre Alice, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est
constante évolution et que ça se déplace tout le temps. J'adore me sentir contredite et j'adore pouvoir me déplacer. Un livre peut me changer ma perception de mon identité algérienne, de mon identité française. Et c'est une chose... Ma double culture, elle a toujours existé depuis petite, en fait. Moi, j'ai toujours vécu en France. Je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis allée à l'école républicaine française. Ma première langue, c'est le français. Enfin, voilà, je suis française. Et pour autant, je suis aussi vraiment très algérienne. J'y ai passé pas tant de temps que ça quand j'étais gamine. Pour autant, la langue que j'ai toujours entendue en famille, c'est l'arabe, enfin le darija, l'arabe algérien. J'ai toujours écouté beaucoup de musique algérienne. Ça a toujours fait partie de ma culture. Il y a toujours eu les traditions aussi et les coutumes algériennes qui ont rythmé nos vies entières dans ma famille. Et puis en fait, encore une fois, pour être honnête, c'est plutôt vers... je crois que c'est Charlie, en fait. Quand il y a eu Charlie, j'étais à l'étranger. J'étais en Croatie, je jouais un opéra. C'était une version contemporaine de la Bohème de Puccini. Et en fait, c'est les Croates qui sont venus et qui sont allés acheter des bougies et qui nous ont emmenés dehors pour allumer des bougies ensemble et être ensemble. Pour nous, Français, parce qu'on était loin de chez nous et loin des nôtres, ce qui nous avait énormément touchés. Et je me suis dit... Je m'étais jamais interrogée sur est-ce que je suis française ou non, mais je sais que ce jour-là, je me suis particulièrement sentie française. Parce que j'étais pas chez moi au moment où c'était chez moi qu'il se passait des trucs de ouf. Et en fait, quand je suis rentrée de Charlie en avion, je suis sortie dans les premiers... Il y avait mes camarades de la pièce, de l'opéra. Et en fait, je me rappelle du douanier, donc il y avait le serpent de l'enfer là à la douane, et qui était vide. Et il y avait 2-3 personnes qui me précédaient. Et je me rappelle du douanier parce que je sais pas si vous vous souvenez, au moment de Charlie, il cherchait encore une jeune femme boumédienne, c'était son nom de famille, qui était exactement le même type que moi, qui avait le même âge, les mêmes cheveux, le même type, enfin voilà. Et je me souviens qu'au moment où je suis arrivée dans la ligne, le mec m'a pas lâché des yeux jusqu'à ce que j'arrive devant lui, que tous mes camarades étaient passés, il avait scanné le passeport et c'était parti. Et moi, ça avait duré extrêmement longtemps. Il avait fait venir des gens. Je me suis dit, Et en fait, c'est qu'après que j'ai réalisé, c'est quand j'en ai parlé autour de moi. Mes potes m'ont dit, bah oui, tu sais... Et puis après, du coup, il y a eu le Bataclan et tout ça. Et donc, c'était une période grave sympa. Et c'est le moment où, en fait, j'ai senti que les regards sur moi ont changé. Et c'est à ce moment-là... c'est à ce moment-là que je me suis dit... à ce moment-là, j'étais très en colère. Du coup, j'étais hyper fâchée. L'injustice, etc. Et donc, j'ai fait de la musique pour exorciser un peu tout ça, essayer de mettre un peu de lumière et de beauté sur les choses bien dark qu'on a tous traversées et toutes à ce moment-là. Et puis ça a été un chemin pendant plusieurs années aussi de moi aussi m'éduquer, en fait. M'éduquer, mais pas tant sur ce que c'est que le racisme. La question, c'était plutôt qu'est-ce que c'est être franco-algérienne. Parce qu'il n'y a pas de manuel, quoi. La double nationalité franco-algérienne, c'est la première au monde. Ce qui est quand même surréaliste, hein. Je veux dire, on est des millions. Vraiment, on est les premiers au monde. Là, c'est bon. Et c'est une diaspora immense. Et je pense qu'il y a autant de franco-algériens que de manières d'être franco-algérien ou algérienne. Et je pense que c'est avec le temps, justement, comme je disais, en m'éduquant, en rencontrant des gens, en rencontrant beaucoup plus de franco-algériens, parce qu'évidemment, quand on est assimilé, les personnes vers lesquelles on va ne sont pas forcément des franco-algériens, spontanément.
Et donc en avançant, en travaillant sur moi-même et tout ça, en rencontrant des gens, en retournant enfin en Algérie, en allant dans le village de mes ancêtres, dans les villages de mes ancêtres, en commençant à apprendre le Darija, en me reconnectant à une identité qui m'a été enlevée et qu'on m'a empêché d'embrasser de manière volontaire et de manière systémique. En me réappropriant tout ça, mon regard sur ma franco-algérianité, mais mon regard aussi sur simplement la manière que j'avais moi de me présenter au monde a changé beaucoup, parce que je me suis dit finalement, en fait j'en avais marre d'être fâchée, j'en avais marre d'être blessée. Et du coup, voilà, en bossant sur moi et en me documentant beaucoup, j'ai réussi à faire un truc dont je suis assez fière. C'est-à-dire que j'ai réussi à comprendre le fait que ça n'était pas la manière qu'avaient les gens de me voir ou ce que les gens projetaient sur moi en tant que franco-algérienne qui faisait ce que j'étais en tant que franco-algérienne en France. Mais plutôt la manière que moi j'avais de vivre cet endroit de pluriculture et voilà, cet endroit multiculturel, et de me dire qu'est-ce que je fais de ça, qu'est-ce que je fais de cette richesse-là, comment je la nourris, comment je l'embrasse et quelle place je lui donne et quelle place de choix je lui offre dans ma vie. Et c'est vrai que ça a tout changé. En fait, ça a changé ma vie, vraiment. Vraiment. C'est très très beau ce que vous dites là sur la colère et effectivement de qu'est-ce qu'on fait de ça au fait une fois qu'on est confronté à toutes ces assignations, à tous ces stéréotypes, et comment est-ce qu'on s'en sort, et en étant, merci beaucoup, et effectivement comme vous disiez, dans la joie et dans la lumière aussi. Donc ça, du coup ça me fait, enfin j'ai envie du coup d'enchaîner avec l'extrait d'un film qui fait partie de votre carte blanche. Donc, c'est Le destin de l'immense cinéaste égyptien Youssef Chahine. Donc, vous avez aussi choisi ce magnifique film, justement, qui est fait de lumière, de couleurs, et peut-être c'est des choses qui font du bien aussi, parce que justement, là, les temps sont durs. Enfin, voilà, c'est un peu dark, voilà. Mais du coup, il y a quelque chose, il y a un élan de vie très très fort dans ce film, donc voilà, qui est qui porte au fait sur le philosophe andalou musulman, donc Averroès, dans le XIIe siècle. Donc voilà, et l'histoire, au fait, enfin voilà, c'est l'histoire de la montée des intégrismes, au fait, en Andalousie, avec effectivement donc le calife, donc El Mansour, qui pour des calculs politiciens aussi, ordonne au fait l'autodafé des œuvres d'Averroès, qui est un immense philosophe qui a énormément compté ensuite aussi pour les philosophies occidentales du Moyen-Âge. Et donc là, l'extrait au fait qu'on va voir, et ensuite je voudrais bien que vous nous en disiez un mot. On va démarrer au fait, c'est donc un jeune homme qui est le fils du calife, qui s'est radicalisé au fait, qui a qui a été, on peut dire, il a subi comme un lavage de cerveau au fait de la part des fondamentalistes, et il y a toute sa communauté autour, donc Averroès et toutes les autres personnes donc qui l'entourent, qui essayent justement c'est comme un village comme ça qui l'enlace pour qu'il sorte au fait de cette noirceur là. Donc, est-ce qu'on peut lancer l'extrait numéro 12, extrait du destin? Merci beaucoup, Mathilde. ما باكلش أكل كفرة.
حسيت قوي. لقمة تسند قلبك. مالك انت ومال قلبي؟ دوس عليه زي ما انت عايز. بس حازم، اصل انا جواه. انا صفيت قلبي من كل شيء الا الله. اللي اعرفه ان الله هو الحب نفسه. الامير بتاعنا بيستكفى ببلحايه واحده في اليوم. ماشي يا عم، بس انت بتقول عليه ملاك، انما انا وانت بشر. ولا تكونش انت راخر بقيت ملاك. كل يا ابني وانت عامل زي البوسه كده، كل. واصبر لحكم ربك ان ذلك من عزم الامور. يكونش اخوك عنده حق، نزعوا الحب من قلبك. بالهنا والشفا. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما 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 في عمرنا. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. تعالي، مفيش غير الرقص اللي هيفوقك. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح. ترقص ارقص غصب عني، ارقص غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني، ارقص غصب عني ارقص. ترقص ارقص غصب عني، ارقص غصب عني ارقص. ينشبك حلمك في حلمي غصب عني، ارقص غصب عني ارقص. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة ممكنة. الرقص اللي انتوا بترقصوه ده هترقصوه في نار جهنم. والله ده في علم ربنا، لكن جهنم بتاعتك انت خلقتها هنا على الأرض. Magnifique scène. Bon, je vous invite à venir voir le film aussi qui passe bientôt. Enfin voilà, je laisserai la salle.
Merci beaucoup, merci vraiment. Et donc, c'est pas pour spoiler, mais c'est pour dire que le jeune homme va retrouver le chemin de la lumière et de la joie et du partage à la fin du film. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ce film, de ce qu'il représente? Et je crois que cette scène, vous avez voulu l'utiliser, au fait, dans un des clips. C'est un film très important. C'est l'un des rares films joués en arabe que j'ai vu gamine, que ma mère nous montrait avec ma sœur. Et nous-mêmes, on reproduisait cette même séquence à la maison. Avec ma sœur, ma mère et tout ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'au début, quand je voyais madame à côté qui lui jette le tambourin et tout ça, et je me disais, mais en fait, cette joie-là, elle est vraiment culturelle, quoi, parce que j'ai l'impression, avant même que volontairement on reproduise cette scène en chantant « Ah, c'est ok » avec ma mère et ma sœur, avant ça, en fait, spontanément, quand il y avait de la famille à la maison, on se retrouvait forcément à un moment, c'était pas aussi bien mis en scène, attention, mais il y avait forcément un moment où l'une d'entre nous prenait ce qu'on appelle en arabe les ghassaat, même la vaisselle, quoi, des trucs dans lesquels la vaisselle dans lesquelles on prépare la semoule ou ce genre de choses, et qu'on transformait en percussion, quoi. Et on se mettait à chanter, à danser. Enfin, c'est vraiment culturel, en fait, chez nous, quoi. La joie et la musique, c'est lié, ça va ensemble. Et d'ailleurs, en effet, n'importe quel moment de joie auquel je peux penser avec mes tantes, avec mes cousines, avec ma mère, avec ma sœur, il y en a forcément une qui va se mettre à chanter par rapport à la situation qu'on est en train de célébrer, ou qui va se moquer, l'autre qui va se lever, qui va danser, qui va lui faire une danse et qui va se moquer d'elle. Enfin, ça fait vraiment partie de la culture, quoi. Bref, donc c'est très important parce que c'est un film que j'ai complètement oublié, que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps pour pour un clip sur lequel je travaillais. Et je me suis dit, oh, mais Youssef Chahine, évidemment, je me disais arabo-andalou, 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 arabo-andalou. Youssef Chahine, le destin. Et je me rappelais exactement de cette séquence-là. C'est pour ça que j'étais très heureuse quand j'ai appris que c'était cet extrait-là que vous aviez choisi, qui est vraiment ma scène préférée du film. Et en effet, elle m'a beaucoup inspirée, mais à mon grand regret, la séquence qui rendait hommage a été coupée pour des raisons qui sont indépendantes de ma volonté. Mais c'est tellement beau. C'est la grâce. C'est la grande grâce, quoi. C'est la grosse classe. Et ouais, ils sont tous d'une beauté folle. Et puis ouais, arabo-andalou, cohabitation, tout ça, c'est la grosse stuff. Il y a plein de messages extraordinaires quand même dans ce film. Et c'est cette idée que malgré tout, envers et contre tout, on continue à chanter, on continue à danser. Donc ça fait peut-être beaucoup de bien aussi de voir cette chaleur, cette énergie-là, enfin voilà, nous entourer. Voilà, donc le temps passe vraiment très très vite. On aimerait vous garder encore pendant longtemps. Et voilà, mais donc on arrive à la fin de la séance. Ouais, c'est donc. Ah ouais, dis donc. Ouais, on arrive à la toute fin de la séance. Alors je suis vraiment désolée pour la salle, mais malheureusement on n'aura pas de temps pour prendre des questions. Je suis vraiment confuse, mais il faut vraiment qu'on libère la salle. Mais je propose peut-être que vous nous parliez des projets à venir, et si vous voulez bien aussi, parce que je sais que vous réalisez vos clips, là le tout dernier donc qui vient de sortir, très arabo-andalou aussi, hein. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et puis peut-être des projets de réalisation par la suite, comme vous êtes une femme d'image, avec des images, entourée d'images. On aimerait beaucoup aussi vous voir derrière la caméra pour un film. Merci, c'est gentil. Écoutez, j'y travaille en effet. J'ai la chance d'être entourée par une équipe magnifique et d'être accompagnée d'une productrice formidable que j'aime énormément, qui s'appelle Anne-Dominique Toussaint. Qui avait donc les films des Tournelles pendant longtemps, qui aujourd'hui a Tournelovision. Et en effet, on travaille ensemble à créer ce scénario pour que je puisse enfin passer derrière la caméra pour une fiction. Et en attendant, en effet, je m'amuse à passer derrière la caméra, en restant quand même devant la caméra, parce qu'il ne faut pas déconner, avec mes clips. Je m'étais amusée aussi à faire j'ai eu la chance qu'on me propose de participer au Talent Cannes d'Ami en 2019,
qui n'avaient donc pas été projetés en 2020 puisque c'était le Covid. Mais donc en 2021, on avait pu les présenter. C'était très joyeux. C'était une expérience que j'avais adorée et qui avait simplement confirmé mon grand désir que d'apprendre à faire des films pour pouvoir en faire des biens, j'espère. On n'y est pas encore. On n'en doute pas que vous en ferez vraiment des magnifiques. Et vraiment, on vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à notre festival. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Un samedi sous la pluie. Merci beaucoup.